Salut les gars. Le film d'action et thriller s'ouvre sur Song, un homme aisé qui travaille comme directeur à la Baron Bank de Buzuzan. Un matin, Song quitte sa maison pour se rendre au travail, accompagné de sa fille adolescente, In, et de son jeune fils, Min-jun, qu'il prévoit de déposer à l'école. En montant dans la voiture, Song remarque une odeur étrange, mais n'y prête pas attention, se disant qu'elle pourrait provenir de lui-même, et dit au revoir à sa femme avant de partir. Peu de temps après, Song entend un téléphone sonner à proximité et demande à sa fille de répondre, mais elle assure que ce n'est pas le sien. Song vérifie alors la boîte à gants et y trouve un téléphone qui sonne, ce qui le choque. Il pense que cela doit être celui de son chauffeur et répond. Un inconnu à l'autre bout du fil prétend avoir des informations concernant sa voiture. Song pense qu'il s'agit d'une arnaque et raccroche immédiatement. Quelques instants plus tard, il voit que l'écran d'accueil du téléphone affiche une photo de sa famille, ce qui l'horrifie davantage. Il interroge In à ce sujet. Elle lui dit que c'est une photo de leurs vacances de l'année dernière, auquel il n'a pu assister car il était trop occupé, et ajoute que c'est la photo de profil Facebook de sa mère. Song est confus quant à l'identité du propriétaire du téléphone. Le téléphone sonne à nouveau, et cette fois, l'appelant révèle qu'il sait tout sur Song et sa position à la banque. Il lui révèle une information choquante, il a placé une bombe sensible à la pression sous leur siège, et si l'un d'eux tente de quitter le véhicule, celui-ci explosera. Song suppose qu'il s'agit d'une mauvaise blague et raccroche. Peu après, Song arrive à une station-service. Alors qu'il s'apprête à sortir de la voiture, il reçoit un autre appel. L'interlocuteur lui demande s'il a remarqué une odeur étrange dans la voiture, ce qui commence enfin à effrayer le banquier. L'homme révèle qu'il suit Song et le met au défi de sortir de la voiture, menaçant de tuer ses enfants en quelques secondes. Au même moment, l'employé de la station-service arrive et presse Song de sortir pour faire le plein. L'homme effrayé lui tend simplement de l'argent, lui demandant de faire le plein et de lui apporter des crevettes. Song continue ensuite de rouler, suivant les instructions de l'appelant, il touche sous son siège et découvre effectivement une bombe, ce qui le terrifie. L'appelant révèle qu'il possède le détonateur et qu'il déclenchera la bombe s'ils appellent la police. Song, paniqué, demande ce qu'il veut. L'appelant exige que 1,7 milliard de wons soient transférés sur son compte, ainsi que 960 millions de wons en espèces. Song affirme ne pas disposer d'une telle somme, mais l'appelant insiste qu'en tant que directeur d'une banque aussi importante, il ne devrait pas être difficile de rassembler les fonds requis. Peu après, ils arrivent devant l'école des enfants. Les amis de Min-jun s'approchent de la voiture pour le saluer. Song presse son fils de ne pas sortir et chasse les autres enfants. Ces enfants ne comprennent pas ce qui se passe. L'appelant force alors le banquier à révéler la vérité. Song informe ses enfants, à contre-cœur, que quelqu'un a placé une bombe sous leur siège, ce qui les plonge dans la panique. Peu après, Song reçoit un appel d'un collègue, très agité et effrayé. Il s'avère qu'il a également reçu un appel de l'inconnu, qui a placé une bombe sous sa voiture et lui réclame de l'argent. Song demande donc sa position, le rejoint rapidement et rencontre son collègue. Il remarque que l'épouse de son collègue est également dans la voiture, mais qu'elle tente de sortir car la journée est très importante pour elle. Elle ne croit pas à la menace de la bombe. Song lui parle calmement et lui demande de rester immobile pour le moment, ce qu'elle accepte à contre-cœur. Pendant ce temps, un homme s'approche et crie après Song parce qu'il bloque la route. Le banquier s'excuse et s'éloigne pour trouver un endroit où se garer. Au même moment, l'épouse de son collègue, lassée d'attendre, sort de la voiture. Le véhicule explose soudainement, la tuant instantanément, ainsi que son mari. Cet événement horrifiait toutes les personnes présentes, y compris Song et sa famille, qui réalisent enfin que la menace est réelle. Ses enfants sont traumatisés. Pire encore, l'explosion projette un morceau de métal qui transperce la jambe de Min-jun, le faisant saigner abondamment. Min-jun hurle de douleur, plongeant Song dans un état de panique extrême. L'appelant exige à nouveau l'argent. Voyant son fils dans un état si critique, Song accepte à contre-cœur de payer. Il supplie de pouvoir emmener son fils à l'hôpital d'abord, mais l'appelant affirme qu'il se moque de la vie du garçon. Pour empirer les choses, l'appelant augmente ses exigences, insistant pour que Song paie également la part due par son collègue décédé. En entendant cela, le banquier argumente que retirer une somme aussi importante éveillerait les soupçons à la banque, mais l'appelant révèle qu'il connaît déjà le montant de l'argent qu'il possède sur son compte offshore. Suite à la conversation avec l'appelant, Song téléphone à son subordonné pour lui parler d'une nouvelle opportunité d'investissement. Il lui demande de convaincre immédiatement les clients VIP d'investir en leur promettant des taux d'intérêt compétitifs. Son subordonné s'exécute et contacte des clients, mais les fonds collectés restent insuffisants pour répondre aux exigences du ravisseur. Désespéré, Song demande à son subordonné de lui envoyer une liste des clients VIP afin qu'il puisse leur parler personnellement. Plus tard, Song s'entretient avec leur cliente la plus importante et tente de la convaincre de saisir cette opportunité d'investissement unique. La femme est intriguée et mentionne qu'ils viennent de vendre un terrain. Cependant, avant de prendre toute décision, elle doit consulter son mari. Song insiste alors pour que l'opération soit réalisée immédiatement, mais la femme se sent mal à l'aise face à cette urgence et refuse de prendre une décision immédiate. L'appelant insiste ensuite pour commencer par l'argent liquide et ordonne à Song d'appeler sa femme pour qu'elle livre la somme. N'ayant pas d'autre choix, Song appelle immédiatement son épouse et lui demande de retirer tout l'argent de la banque et de le livrer à un endroit précis. Elle est choquée par cette demande et entend son fils pleurer en arrière-plan, ce qui l'inquiète.
Mais Song insiste sur le fait que tout va bien, et Yin assure également à sa mère qu'ils sont en sécurité. La femme, méfiante, menace d'appeler la police, mais Song lui déconseille vivement de le faire. Il la supplie ensuite de faire ce qu'il lui demande, ce qu'elle accepte finalement. Pendant ce temps, au poste de police, des agents enquêtent sur l'explosion précédente. Ils visionnent les images de vidéosurveillance et reconnaissent Song en train de parler à son collègue avant l'incident. Il semble qu'ils se disputaient. Les policiers remarquent également que Song s'éloigne juste avant l'explosion, suggérant qu'il était au courant. Ils en concluent que Song est le coupable, supposant qu'il aurait tué son collègue en raison d'une rivalité commerciale, une conclusion hâtive. Peu après, Song s'arrête devant la banque, où il remarque que sa femme est également arrivée, mais qu'elle est accompagnée d'une amie, ce qui l'inquiète. Son épouse entre pour retirer l'argent, tandis que son ami tente de parler à Song et frappe à sa fenêtre. Mais l'homme, inquiet, lui fait signe de rester à l'écart et quitte les lieux en voiture. Après avoir retiré l'argent, Song demande à sa femme de déposer le sac devant une boîte aux lettres, comme l'a ordonné l'appelant. Elle s'exécute, mais signale bientôt qu'un homme de grande taille s'approche d'elle et la fixe étrangement. Song se rend immédiatement sur place et intime à sa femme de partir tout de suite. Cependant, lorsqu'il arrive, la police a déjà arrêté l'homme avec l'aide de son épouse. En voyant cela, Song pousse un soupir de soulagement, pensant que sa famille est enfin en sécurité. Mais à son grand désarroi, l'appelant est toujours au téléphone et lui dit qu'ils ont commis une énorme erreur en contactant la police. Il commence alors un compte à rebours pour une explosion. Song et ses enfants se préparent au pire, mais au lieu du véhicule, c'est la boîte aux lettres qui explose au milieu d'une rue bondée. La rue est envahie de fumée, mais l'épouse de Song survit heureusement à l'explosion et parvient à communiquer avec lui. Suite à cela, un Song paniqué s'éloigne en voiture, tandis que l'appelant lui ordonne de lui remettre l'argent à tout prix. Au même moment, la police regarde d'autres images de vidéosurveillance et remarque que Song était encore une fois sur le lieu de l'explosion. Les agents concluent qu'il doit avoir un lien avec les incidents en cours et envoient une équipe de recherche à ses trousses. Pendant ce temps, Song appelle son subordonné, mais celui-ci n'a pas réussi à collecter suffisamment d'argent. Song lui crie dessus et informe l'appelant qu'il transférera ce qu'il a, suppliant que les enfants soient libérés. Cependant, l'appelant refuse de coopérer tant qu'il n'aura pas reçu la totalité de la somme exigée. Pour compliquer les choses, Min-jun a déjà perdu beaucoup de sang et est sur le point de s'évanouir. Song implore l'appelant de laisser son fils aller à l'hôpital en premier, mais l'homme ne montre aucune pitié. Peu après, Song est approché par un policier qui lui demande de sortir de la voiture pour discuter, mais le banquier refuse et s'enfuit à toute vitesse à la recherche d'un hôpital. Cela force la police à prendre des mesures drastiques, il déploie plusieurs voitures de police et même des hélicoptères pour le capturer. S'ensuit une course-poursuite intense entre la police et Song, mais ils parviennent finalement à le coincer, sans issue. Un agent arrive et demande à Song de sortir de la voiture, mais ce dernier, sous la contrainte de l'appelant, leur annonce qu'il y a une bombe sous les sièges. Il menace même de la faire exploser avec ses enfants s'il ne le laisse pas partir, ce qui choque les officiers. Peu de temps après, une équipe d'explosifs arrive, et l'officier en chef ordonne aux tireurs d'élite d'abattre Song dès que ses enfants quitteront la voiture. Une policière s'approche et supplie Song de libérer ses enfants, mais l'homme désespéré refuse et leur montre l'écran du téléphone qui est toujours en communication. L'officière comprend la gravité de la situation et leur donne des bouteilles d'eau et un talkie-walkie pour qu'ils puissent entendre ce qui se passe. Une fois les policiers partis, Song place le talkie-walkie près du téléphone et tente de parler à l'appelant, mais personne ne répond à l'autre bout. Il reçoit alors un message texte de l'appelant, lui demandant de jeter le talkie-walkie à l'extérieur. L'homme, contraint, s'exécute sous le regard choqué des officiers. Song regarde autour de lui et remarque une foule qui les observe, supposant que l'appelant doit être proche. Il klaxonne, et entend le son du klaxon à travers le téléphone de l'appelant, ce qui confirme que l'homme est dans les parages. Quelques instants plus tard, Song remarque un homme dans la foule parlant au téléphone, mais il ne peut qu'observer, impuissant, sans même pouvoir alerter les policiers. L'appelant lui dit alors que s'il avait mené une vie ordinaire, rien de tout cela ne serait arrivé. Il demande à Song de se remémorer ses actions d'il y a 6 ans, lorsqu'il travaillait à la Barum Bank. Cependant, avant qu'il ne puisse en dire plus, l'appel prend brusquement fin. Il s'avère que la police a bloqué tous les signaux dans la zone, empêchant l'appelant de contacter Song. L'officier demande ensuite son téléphone à Song, qui leur donne son appareil personnel au lieu de celui fourni par le ravisseur. L'équipe de déminage arrive pour examiner la voiture et découvre que les bombes ne sont que sous les sièges avant, et non à l'arrière. Cela signifie que les enfants sont en sécurité. Min-jun est immédiatement évacué pour recevoir des soins médicaux. Cependant, Yin est très réticente à laisser son père seul. Alors que les officiers tentent de la faire sortir, Yin aperçoit un tireur d'élite posté au loin, prêt à abattre son père. Elle prend une décision audacieuse et se précipite rapidement sur le siège avant, ce qui la place elle aussi sous la menace de la bombe. En voyant cela, son père, très ému, lui demande pourquoi elle a agi ainsi et comment elle reconnaît un fusil de sniper. Yin lui répond qu'elle ne pouvait pas le laisser mourir. Pendant ce temps, l'officière accuse le chef de la police d'avoir déployé des tireurs d'élite et d'avoir effrayé la jeune fille. Cependant, le chef soutient que Song est le vrai coupable, car il n'y a aucune trace d'appel de l'inconnu sur son téléphone personnel, contrairement à ce qu'il prétend. Peu après, un jeune homme nommé Jinwoo arrive, se présentant comme le frère de Song et demandant à l'y parler.
La police l'autorise à s'approcher, pensant qu'il pourrait convaincre Song de libérer sa fille. Jin-woo s'approche de Song et révèle de manière choquante qu'il est l'appelant. Un Song enragé l'empoigne, mais Jin-woo menace de déclencher la bombe. Il affirme n'avoir pas peur de mourir, car il n'a rien à perdre, et propose qu'ils explosent tous ensemble. En entendant cela, Song panique et promet qu'il obtiendra tout l'argent, suppliant l'homme de laisser au moins sa fille partir. Jin-woo accepte de manière surprenante et désactive temporairement la bombe, permettant à In de sortir du véhicule en toute sécurité. Mais, dans un retournement de situation, il révèle qu'il a déjà déclenché une bombe à retardement, avec seulement 18 minutes restantes avant la détonation. Il annonce qu'il emmène In avec lui et que si l'argent n'est pas livré d'ici là, la jeune fille mourra. Jin-woo s'éloigne ensuite avec la fille, et la police n'intervient pas, le prenant pour un membre de la famille. Pendant ce temps, un Song désespéré s'enfuit en voiture, poursuivi par un convoi de voitures de police. Son épouse, regardant la télévision, est choquée de voir un homme étrange se prétendant le frère de Song. Elle informe immédiatement la police que l'homme n'est pas son beau-frère, mais il est déjà trop tard, Jin-woo ayant disparu. Peu après, Song appelle son supérieur et le supplie de lui prêter l'argent, affirmant qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. L'homme refuse froidement, disant que puisque Song a prélevé une grosse somme d'argent à des clients sans permission, la banque déposera une plainte pour fraude contre lui. Song se sent alors désespéré. Il appelle sa femme et lui demande de transférer l'argent de tous ses comptes vers celui de l'appelant. Jin-woo appelle ensuite Song et lui donne rendez-vous sur un quai spécifique, ce qui rappelle à Song ses actions d'il y a 6 ans. Un flashback révèle que, 6 ans plus tôt, Song n'était qu'un simple employé à la Barin Bank. À l'époque, la banque avait utilisé des tactiques de marketing trompeuses pour convaincre des ouvriers d'une usine chimique d'investir, avant que le marché ne s'effondre subitement. De nombreux investisseurs ont perdu toutes leurs économies, y compris une femme enceinte qui avait tout misé. Cependant, au lieu d'aider, Song a détruit les preuves et dissimulé la fraude de la banque. Pour son rôle dans la dissimulation de cette malversation, ses supérieurs l'avaient récompensé par une promotion au poste de directeur de succursale. La femme enceinte désespérée avait alors imploré Song de lui donner un conseil pour au moins récupérer son investissement initial, mais l'homme, motivé par l'avidité, l'avait ignoré. Il s'avère que cette femme enceinte n'était autre que l'épouse de Jin-woo, et qu'il est venu pour se venger pour sa famille. Dans le présent, Jin-woo conduit avec In lorsqu'il reçoit un appel lui annonçant que des milliards de wons ont été déposés sur leur compte. Jin-woo prétend que c'est parce qu'il a intenté un procès contre la banque frauduleuse et l'a gagné, et qu'il est maintenant temps pour toutes les victimes de commencer une nouvelle vie. Peu après, Song arrive au quai, près de la même usine chimique, où se trouvent de nombreuses pancartes de protestation blâmant la banque. Il trouve ensuite sa fille, ligotée et effrayée, dans un autre véhicule. Song s'excuse auprès d'elle, avouant qu'il a commis des actes horribles, aveuglé par la cupidité, et qu'il en paie désormais le prix. Pendant ce temps, Jin-woo arrive et s'assoit sur le siège avant, à côté de Song. Le banquier s'excuse pour tout ce qui s'est passé et promet de se battre pour toutes les victimes. Mais Jin-woo refuse et révèle comment lui et sa femme avaient intenté un procès à la Barin Bank. Pour financer l'affaire, ils avaient dû contracter un prêt auprès d'une autre banque, les piégeant dans un cycle de dette financière. Son épouse a fini par se suicider, ainsi que leur enfant à naître. C'est à ce moment-là qu'il a tout perdu. Jin-woo demande ensuite à Song de conduire la voiture dans l'eau afin qu'elle n'explose pas près de sa fille. Song accepte à contre-cœur et se jette dans la mer. La voiture est submergée avant que la bombe n'ait le temps de détonner. Jin-woo perd connaissance, et Song tente de l'aider à sortir, mais n'y parvient pas. Bientôt, la bombe explose. Song réussit à s'échapper de l'explosion et est secouru par la police. Il interroge alors les officiers sur Jin-woo, mais il s'avère que l'homme est tragiquement décédé. Après cet incident, Song décide de changer de vie et de se battre pour les victimes innocentes. Il rend public et confesse toutes les actions frauduleuses auxquelles lui et la banque ont participé. Il admet avoir détruit les preuves originales, mais son témoignage suffit à traduire les coupables en justice. Dans la scène finale, Song conduit lorsqu'il reçoit un appel de son supérieur, qui le supplie de ne pas aller jusqu'au bout, lui offrant même de réintégrer son poste. Cependant, Song raccroche, indiquant clairement qu'il ne s'arrêtera pas tant que justice n'aura pas été rendue. Abonne-toi et like la vidéo.